On va vous parler d'une aventure qui vous permet le jeu s'appelle Legends of Europe. Il a été commandité par la région Bretagne et produit et réalisé par Succubus. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir représentants de la région Bretagne et de Succubus qui vont avoir le plaisir de vous présenter donc ce jeu, Legends of Europe. Je vous laisse la parole. Vous avez les 25 minutes qui suivent. Tac, 25 minutes, c'est parti, à la seconde. Bonjour à tous, je suis Laurent, je suis le fondateur de la société Succubus Interactive. Et on va donc vous faire une petite présentation du jeu qui s'appelle Legends of Europe. Je suis accompagné avec Julienne Jeanne qui va se présenter elle-même et nous expliquer un petit peu les objectifs en fait, de ce projet. Alors bonjour à tous, je suis Juliette Jeanne, je suis chargée d'information européenne et citoyenne à la direction de la communication à la région Bretagne. Si on a choisi en fait de demander à Succubus de créer ce jeu, c'est parce que la région Bretagne a une politique d'information européenne auprès du jeune public, notamment des 15-29 ans. Et c'est vrai qu'on constate que les jeunes se sentent vraiment mal informés sur l'Europe. Là, par exemple, on vient de réaliser un sondage avec l'Institut TMO Région qui note que 65% des 15-29 ans se disent mal informés sur l'Europe. Donc c'est pour ça qu'on a choisi en fait, de mettre en place des outils d'information européenne pour sensibiliser les jeunes, et notamment les lycéens, à la question européenne. En 2014, on avait créé un serious game qui s'appelait Mission Knut. L'objectif, c'était de découvrir les institutions européennes en se mettant dans la peau d'un commissaire européen. Et en 2019, on a choisi en fait, de demander à une société, donc la Succubus en l'occurrence, de créer un jeu pour partir à la découverte du territoire européen. Parce qu'on se rend compte que finalement, les jeunes connaissent mal l'Europe et ses contours, ne savent pas situer géographiquement certaines capitales, et puis connaissent mal aussi les voisins européens avec lesquels on partage une culture commune, mais aussi des différences de culture. Voilà, donc l'objectif, parler de l'Europe aux élèves de collège et lycée. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. On va vous présenter ça au menu en 3 services. En entrée, le concept, donc ce qu'on a proposé à la région Bretagne et donc nos objectifs. En plat principal, la démo, parce que je pense que vous êtes un peu là pour ça. Et pour le dessert, les leçons qu'on a pu en tirer, vous allez voir, il y en a des pas mal. C'était riche d'enseignements. Donc on commence par le concept. En fait, il y a 2 problèmes qui ont été identifiés. Le premier problème, c'est on s'adresse à des collèges-lycées et donc on est sur un public qui perd de l'intérêt rapidement, clairement. Et le deuxième problème qu'on a, c'est que pour atteindre ce public, on doit passer via les professeurs, qui est normalement un public qui a moins de déficit d'attention, mais qui est tout aussi complexe à atteindre. On va voir comment ça s'est passé. La solution, et qui était d'ailleurs en fait la demande quasi initiale de la région, c'est un jeu de piste virtuel avec de multiples mécaniques d'engagement. Et en fait, je peux peut-être te laisser reparler rapidement du cahier des charges, de l'appel d'offres. Alors, sur le cahier des charges, en fait, on a voulu justement un jeu de piste qui permette d'améliorer la connaissance du territoire européen avec une carte, notamment une carte pour explorer l'Europe et tous ses contours, avec des quiz. Les quiz, c'est vraiment l'intérêt pédagogique du jeu. Des quiz qui portent sur différentes thématiques, des thématiques qui sont en lien avec le programme scolaire en fait, des enseignants. Donc, par exemple, l'histoire de l'Europe, les Européennes, les Européens célèbres, la géographie de l'Europe, les drapeaux, les monnaies. Et on a même intégré des quiz folklore et traditions surprenantes. Et c'est, je pense, ça qui a mis la puce à l'oreille à Succubus, puisque dans le cahier des charges, on avait indiqué un blog qui s'appelle Europe is not dead, que je vous invite fortement à consulter, qui présente des cartes avec les différentes thématiques. Par exemple, quels sont les humoristes préférés de nos voisins européens, quelles sont les légendes, les créatures voilà, légendaires dans les cultures de nos voisins européens. Et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille à Succubus. Ouais. Donc si vous êtes un petit peu de la partie, au début c'était très difficile. On nous dit il faut du quiz, il faut s'adresser au collège-lycée, c'est sur le curriculum, c'est sur la thématique européenne.
C'était dur, on était là, c'est un appel d'offres, on répond, on n'a pas forcément trop d'idées. Et là, j'ai une personne de mon équipe qui a fait « Mais attends, Laurent, les créatures légendaires européennes, c'est parfait, on va faire un Pokémon Go, on va toutes les chasser. » Du coup, je l'ai modéré un petit peu, j'ai dit « On va peut-être pas faire ça, mais par contre, effectivement, en ce moment, il y a des créatures fantastiques qui sortent au cinéma, Harry Potter, tout ça, ça c'est pas mal. » Et effectivement, la première mécanique qu'on a déployée, c'est un gros scénario où il faut chasser les créatures légendaires d'Europe. Donc on se retrouve au Loch Ness, voilà, on se retrouve avec le Dahu. En France, on a comme ça une douzaine de créatures. Excuse-moi, mais c'est avec Dahu. Dahu. C'est pas le Dahu, c'est pas la même chose. Dahu, c'est une créature mythique bretonne. Donc je vous invite à la découvrir dans le jeu, mais c'est pas le Dahu avec 4 pattes. Je vais me faire défoncer tout le long de la conf parce que je ne réponds que très mal à tous les quiz. Mais c'est le jeu, hein. Les autres fonctionnalités en fait qui ont été amenées, c'est du point and click. Donc, afin de raconter une histoire, on a quand même besoin d'avoir des protagonistes. Donc, le point and click, c'est la méthode de jeu d'aventure qui existe depuis les années 80. On va avoir un personnage qui se déplace dans des décors et qui parle à d'autres personnes. Puis, on a aussi la notion de dialogue, parler à d'autres personnes. Mais aussi, on a des cartes. Alors, on avait la possibilité de faire les cartes nous-mêmes. Une carte d'Europe, ça fait quand même beaucoup de boulot. En fait, on s'est branché sur le service Google. Et en fait, on a les cartes de Google. Sauf que du coup, on a fait tout un travail de stylisation de ces cartes. On a une espèce de rendu carte au trésor, vous allez voir ça. Et le clou final, qu'aujourd'hui on ne regrette pas, mais ça a été quand même vraiment très difficile, c'est de se brancher avec les Street View. Donc on a 120 Street View à travers toute l'Europe et on a vraiment cette vue à 360 quand on arrive sur place. Donc on a le vrai jeu de piste virtuel. Et puis la dernière mécanique qu'on a déployée, qui était demandée à demi-mot, mais pas très clairement, c'est une approche multijoueur. On s'est dit que puisqu'on était sur une carte, qu'on se déplaçait virtuellement d'un endroit à un autre, autant voir où les autres joueurs se trouvaient pendant qu'ils étaient eux-mêmes en train de faire leur partie. Donc quand on se promène sur la carte, on voit les collègues, puisque c'est déployé en classe, les autres collègues qui sont en train de jouer, où est-ce qu'eux ils sont rendus dans leur aventure. Ça, c'était les solutions. Je vous parle rapidement de ce qu'on fait nous. Qu'est-ce qui nous a, nous, Succubus, permis de proposer cette chose-là? En fait, on fait 4 types de jeux, généralement. On fait les simulations de dialogue. Donc ça, c'est les soft skills, les trucs, excusez-moi, un petit peu ennuyants en management ou en entraînement à la vente, etc. En fait, nous, on adore ça, mais c'est vrai qu'un public de collège-lycée, c'est pas génial. Les Pour eux, escape c'est games, un peu boring, effectivement. ça dépend le public. Les escape games, donc ça c'est les jeux de rôle et escape games, c'est tout ce qui est narratif. Là on surfe beaucoup sur la vague de l'escape game qui est hyper engageante pour les gens parce que du coup on leur donne un challenge, ils ont 20 minutes pour le régler, donc généralement ils restent jusqu'au bout. On fait aussi des petits quiz gamifiés. Donc vous voyez en fait on commence à retrouver les différentes fonctionnalités qu'on a mis dans le jeu. Ça c'est un exemple pour Veolia sur la sécurité. C'est un petit jeu de plateau avec un présentateur. Et on fait des jeux de gestion. Alors heureusement, on n'a pas ajouté la dernière composante de gestion dans le jeu Legends of Europe. Ça en aurait fait sans doute un petit peu plus, un petit peu trop. Voilà. Et pour info, voilà, Succubus est une entreprise qui a été créée en 2002, pionnière en Europe du serious game sans le vouloir, puisqu'au début, en fait, on voulait même carrément pas faire de serious game, on voulait faire du jeu vidéo traditionnel. Sauf que ça marchait pas, on a failli mourir à plein de reprises. On a fait du serious game pour survivre. Ça s'appelait pas serious game à l'époque. 5 ans plus tard, le mot est apparu. Et on s'est dit, en fait, voilà, on en fait déjà depuis 5 ans, on est en 2007, la vague se lance, donc voilà, donc là on va fêter nos 18 ans, on va être majeur en avril, et on a 12-13 ans de spécialisation vraiment purement là-dedans. Du coup, on a fait plus de 100 jeux, je ne sais pas exactement combien, mais on a un très gros track record, et on a gagné 9 trophées. À notre grande âme, les Serious Game Expo et eVirtuo se sont arrêtés en 2013. Sur les salons comme ici, il n'y a pas de trophées, il en faudrait, on aime bien, nous, on soumet, on gagne. Et donc on gagne quelques trophées internationaux encore, mais c'est un peu plus compliqué quand on arrive avec des jeux français. Et l'écosystème, en fait, la particularité, donc là vous voyez un des décors du jeu, c'est qu'on a 3 piliers, vous l'avez eu un petit peu à la conférence d'avant. On a la partie player, donc le moteur de jeu, mais en fait, ce qui est très important, c'est qu'on va rajouter 2 autres piliers, on va rajouter le back-office qui va permettre de faire que les contenus soient modifiables. Et lors d'une production, les contenus vont être modifiés à de très nombreuses reprises, y compris par les donneurs d'ordre. Donc nous, du coup, on a besoin de pouvoir soit les laisser intégrer directement, soit réintégrer extrêmement rapidement pour suivre les demandes. Et on a également le pendant du LMS, le Learning Management System, vous en avez beaucoup ici. Nous, on a un GMS, on a un Gaming Management System, qui va globalement pallier ce que ne peut pas faire le LMS, et donc rentrer dans du suivi, vraiment dans le détail des traces de jeu et de l'activité des joueurs. C'était le petit passage pub. La démo.
La démo, le jeu est accessible sur legends.europe.bzh. Il fonctionnera un jour sur navigateur mobile, je l'ai promis, je ne sais pas quand. Pour le moment, c'est navigateur PC. Tac. Alors là, j'ai une partie en cours, a priori. Chut. À la technique, on demande d'afficher ce qu'il y a sur mon écran. Ok, ça va être compliqué. C'est bon, c'est bon. Hop, on va... Voilà. Hop. Hop, c'est parti. Donc là, on est dans le jeu, en fait. Là, on est sur les bords du Loch Ness, en Écosse. Et évidemment, on doit capturer le monstre du Loch Ness. Vas-y, Juliette, fais l'animation. Donc, ce que vous voyez en lévitation, ce sont des petites stèles que le joueur doit réactiver tout au long du jeu. Donc, sur chaque Street View, vous avez une stèle activée. Certaines Street View, on a des petites créatures à attraper, certaines, il n'y en a pas. Donc sur chaque stèle, alors, sur les stèles où il y a des créatures à attraper, il y a une histoire, l'histoire des mages, hein, puisqu'il y a tout un scénario autour des mages qui ont capturé les créatures, les ont enfermées dans le grimoire. Hein, donc Grimgard, c'est le grimoire, c'est un monde parallèle où sont cachées les créatures. Et puis dès qu'on a activé en fait... attraper une créature, elle réapparaît dans le grimoire. La petite créature, vous voyez là, s'appelle Loé. C'est une petite créature, une sorte de sphinx, qui vous pose des questions. Ça lui permet, donc des quiz sur l'Europe, hein. Ça lui permet de recharger son pouvoir et de vous téléporter d'un endroit à l'autre. Hein. Donc voilà la carte. Ici, on a donc plusieurs petites pictos avec, voilà, ici un petit picto créature où vous pouvez attraper une créature. Les pictos avec des décors isométriques, c'est ça? Je vais y arriver. Qui ont été... J'ai besoin de bosser. Voilà, j'ai bossé. Qui ont été modélisés par Succubus. Donc il y a la grotte du départ du jeu, c'est dans la forêt d'Elgoat, hein, puisque bon, on est en région Bretagne. Évidemment, le jeu ne pouvait que commencer quelque part dans la région. Ici, le rocher de Gibraltar, c'est là où on a l'observatoire des mages, où on a une personne qui s'appelle Danae, qui est une jeune fille qui va aider le joueur dans toute sa quête, va lui donner des indices. Et puis, on a d'autres décors. Est-ce qu'on peut avoir un peu de son? Je parle pas assez fort? Non, non, toi oui, mais c'est le jeu qu'on n'entend pas. On n'entend pas le son, parce qu'il y a du son, il y a des dialogues. Et puis, donc, Danae va vous donner des indices et d'autres lieux qui ont été modélisés, comme la cabane de la sorcière Baba Yaga en Bulgarie. Voilà, ça y est, on a du son. La cabane de la sorcière Baba Yaga en Bulgarie, la cabine du capitaine du Hollandais volant, hein, à Amsterdam. Et je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a plein de lieux qui ont été modélisés comme ça, dans lesquels on doit attraper des objets. Et ces objets vont vous permettre d'attraper les créatures. Donc c'est vraiment tout un jeu de pistes qui mène en fait le joueur à travers toute l'Europe à découvrir l'Europe, la carte d'Europe. Et puis il y a un mode aussi qu'on va découverte, aventure, exploration libre, qui en fait vous permet en zoomant un maximum sur cette carte de trouver d'autres lieux à explorer. Il y a plus de 120 Google Street View à découvrir en Europe. Je ne pense pas, non. Ça semble être autre chose. Voilà, étrange. ça, une petite séquence Et de qu'est-ce qui dialogue. est écrit? Il n'y a pas grand-chose de lisible, mais apparemment, ce serait une fée qui vit dans une forêt primaire d'Europe. Ça te dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. Je pense qu'il faudrait faire des recherches sur cette créature. Donc on est au milieu de l'histoire, hein, je vous ai pas lancé tout le début, etc. Donc voilà. On peut choisir ensuite, on a plusieurs embranchements. Est-ce que cette créature a l'air d'être importante, mais est-ce qu'on préfère dire qu'elle pourrait être dangereuse? Il est écrit voilà. qu'elle est très puissante. Elle pourrait être En dangereuse. fait, il y a plusieurs fins au jeu Très en bien. fonction des choix qu'on fait. Je vais faire des recherches. Voilà. Bon, je vous passe les différents dialogues. Tac. Tu Pardon, ne m'avais pas hop, dit. on peut comment zapper se hein, tape- pour les besoins de la démo. Non. C'est- Donc Voilà. Grimgard, mais
Il y a beaucoup de dialogue avec Alors, eux à ce moment-là. Ce qui est intéressant sur le retour qu'on a eu, puisque le jeu donc, est accessible pour le grand public, hein, ça s'adresse principalement aux jeunes 15-29 ans, mais on a pu le tester en classe avec les enseignants. Et vraiment, les jeunes, les élèves nous ont dit, en voyant les Street View, « Oh, c'est super, ça me permet, moi ça me donne envie d'aller découvrir l'Europe pour de vrai ». Et ça, c'est un des seconds objectifs qu'on a, nous, à la région Bretagne. En plus de l'info européenne, c'est vraiment d'inciter les jeunes à partir en mobilité en Europe, hein, via les programmes Erasmus ou Corps européen de solidarité qui existent. Et ça, c'est un second mode, en fait, un second objectif qu'on atteint, c'est voilà, comment je découvre l'Europe virtuellement pour me donner envie après d'y partir en vrai. Donc là, on est sur le mode découverte. J'essaie de chasser. En zoomant au maximum, voilà, on a le petit radar qui s'allume. Et ici, voilà, on a un quiz. Juliette, quelle est la bonne réponse? Alors, le Pont du Gard est un des vestiges de l'architecture. Allez-y. Romaine, tout à fait. Bon, là, c'est facile. Et puis, alors, je n'ai jamais les réponses. Sur chaque question, on a une petite phrase feedback qui permet aux élèves de comprendre un petit peu mieux pourquoi, quelle est la bonne réponse déjà et pourquoi, donner un petit peu plus d'informations. Ça permet aussi aux enseignants de rebondir là-dessus. Et puis voilà, si les élèves posent des questions sur ci ou ça, ça permet de continuer et d'amorcer un dialogue au sein de la classe. Voilà, donc du coup je me suis téléporté virtuellement à cet endroit-là. J'ai pas de créature ici, mais par contre j'ai une stèle que je peux activer. Donc voilà, j'ai un deuxième mode de jeu. Je vais faire une exploration libre où je vais essayer de collectionner toutes les stèles. Et du coup, on arrive sur un contenu assez conséquent en termes de durée de jeu. Tac, démo rapide. Vous pouvez jouer, hein. C'est en accès libre. Financé par la région Bretagne. J'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, je ne sais pas si on va revenir après sur le mode enseignant, paramétrage. Ouais, on y revient juste après. D'accord, je sais que tu es prête. Donc en résultat, globalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un mélange réussi entre le contenu pédagogique et le gameplay. C'est-à-dire que quand même, une de nos ambitions, c'était de faire qu'on puisse avoir des quiz sur la thématique européenne qui n'arrivent pas au moment où on est en train de parler d'un scénario de cuisine ou de science-fiction. Donc ça a été un chouette mélange. Le scénario est effectivement pertinent, ce qui est un grand succès pour nous. Un autre grand succès, c'est que c'est un quiz. On vient de faire un jeu de quiz gamifié. Bon, alors ok, il y a beaucoup de gamification, il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup de choses, mais on ne va pas dire qu'on réinvente le quiz, mais donner envie à des collégiens lycéens pendant 1 heure de répondre à des questions de quiz, c'est un résultat qu'on n'attendait pas. Et finalement, Carte et Street View réel, c'est aussi quelque chose qui a très très bien marché. On a eu beaucoup de problématiques techniques, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, ça marche bien. Vous n'imaginez pas les décombres par lesquels on est passé avant de réussir à en arriver là. Et du coup, c'est effectivement quelque chose qui permet voilà. C'est ce que Juliette nous expliquait en classe. Comment ça se passe, du coup, ces Street View et ces cartes? Alors, ce qu'on a pu constater, en fait, c'est que les jeunes s'interpellent. Qu'on a vu une session de jeu avec l'enseignante. Donc, ça se déroule évidemment en salle multimédia. Donc, les jeunes sont soit tout seuls devant un écran, soit par deux. L'idéal, c'est qu'ils ne soient pas plus de 2 par poste. Et puis, ils ont chacun leur propre partie parce que je veux dire, l'ordre d'apparition des créatures n'est pas toujours le même, hein, en fonction de la partie qu'on mène. On a mis un petit peu d'aléatoire pour qu'il n'y ait pas 2 parties qui soient identiques. Voilà. Et les questions aussi sont en mode aléatoire. Le niveau de difficulté, on va en revenir, peut être paramétré. Quand vous êtes en mode monde, on va dire, hein, c'est pas un mode paramétré, les questions ont des niveaux de difficulté aléatoires et les thématiques viennent aussi de manière aléatoire. Donc en fait, quand les jeunes sont en classe, les lycéens, ils ont des questions. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils s'interpellent entre eux. Et toi, qu'est-ce que tu as répondu? Tu as eu cette question-là? Je ne sais pas. Et toi, est-ce que tu sais quelle est la capitale de la Slovénie, par exemple? Ljubljana. Voilà, c'est ça. Bravo, Laurent. Et même s'ils n'ont pas la réponse, l'objectif, c'est que, voilà, hop, c'est sur un navigateur Internet, ils cliquent. Et ça leur ouvre une fenêtre, ils vont chercher sur Wikipédia. Voilà. On a emmené des collégiens lycéens sur Wikipédia pour répondre à une question et possiblement même pas répondre à la leur, mais répondre à celle de leurs collègues parce qu'ils savent qu'ils ont déjà eu cette question avant.
Voilà. Et donc, ça leur permet d'aller chercher l'info sur le web. Et puis justement, c'est comme ça qu'ils retiennent mieux cette information. Et la deuxième problématique dont on vous a parlé au début, c'est l'engagement des enseignants, qui n'est pas facile du tout non plus, alors pour d'autres raisons. En fait, on a créé une interface dédiée pour les enseignants. Donc, ils peuvent se connecter avec un login et un mot de passe, ils vont pouvoir créer un groupe, ils vont créer leur groupe à eux. Ils vont pouvoir configurer la séquence, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement être capables de choisir le niveau de difficulté des quiz, ils vont être capables de filtrer également les thématiques, ils les veulent toutes, ils en veulent que certaines. On pourrait très facilement ajouter... Alors pardon, ça vient après. Ils partagent aux élèves, donc du coup ils ont un code qu'ils vont écrire au tableau, qu'ils vont projeter avec leur vidéoprojecteur, que tous les élèves vont saisir, ce qui vont faire qu'ils sont au sein du même groupe. Et finalement ils vont pouvoir faire le suivi de la progression de leur groupe, donc ils vont voir qui ont joué, combien de temps, quel score a été obtenu, etc., qui a fini la partie. Donc il y a une espèce de classement. Alors ça c'est la partie qui moi m'intéresse le plus, c'est les leçons, mais en fait j'ai rajouté et tendances. Il me reste 5 minutes, donc j'espère que vous êtes accrochés parce qu'on va aller vite. La première leçon, c'est ce mot que j'adore, phygital. Ça veut dire en anglais physical et digital. C'est le mélange des deux. C'est donc le digital mais en présentiel. En fait, ce qu'on a fait avec ce jeu, c'est qu'on a fait un jeu multijoueur en présentiel puisqu'il se passe dans une salle de classe. Okay, en fait, on se rend compte que ça déclenche une dimension vraiment très très supérieure au jeu. Ça permet en même temps l'approche coopérative, l'équipe, on partage un même écran ou on joue dans le même groupe, mais ça permet aussi l'approche compétitive avec le classement et le leaderboard. Et on s'est rendu compte aussi que c'était très très simple de partager pour les profs le code pour rejoindre un groupe. C'est une mécanique qui marche super bien. Ils peuvent les inviter aussi directement en saisissant leur email. Quand on est sur des établissements qui sont connectés avec des LDAP ou des choses comme ça, on est aussi capable de suivre en fait, les identifications uniques. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui. Je me permets d'essayer de me projeter sur dans 1 an, dans 2 ans. Je pense que vous ne verrez plus de serious game qui est jouable seul sur son PC, qui ne soit pas aussi avec une mécanique jouable en phygital, donc où on va pouvoir se regrouper avec d'autres et comparer notre expérience et favoriser ça. La deuxième leçon qu'on a pu tirer en fait de cette expérience, c'est les capacités de paramétrage de scénario. On se rend compte aujourd'hui que si on va jusqu'au point de faire un scénario fixe avec des paramètres, mais suffisamment de paramètres, on peut avoir une infinité de personnalisation. Donc là, aujourd'hui, on est capable de paramétrer la longueur, on est capable de paramétrer la difficulté. Si on l'avait su dès le début et imaginé dès le début, on aurait donc les thématiques, on aurait aussi tout à fait pu, techniquement parlant, être capable de paramétrer par le professeur le nom du méchant ou le nom d'une des créatures à récupérer ou ce genre de choses-là. On peut même aller jusqu'à laisser les enseignants paramétrer la photo de l'objet à retrouver. Il suffit de mettre la JPEG au bon endroit et pour eux, uniquement pour leur classe, ils vont se retrouver avec une personnalisation de cette chose-là. En fait, les technos modernes sont sous-exploités. Et je vous demande à vous, donneurs d'ordre, de nous pousser à utiliser ces technologies et d'aller encore plus loin. Alors effectivement, c'est aussi notre job de vous tenir au courant que c'est possible. Eh ben, c'est possible, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et plus on va aller vers l'avant, plus ce sont des technologies qui seront réutilisables d'un projet à un autre. Et nous, aujourd'hui, on est ravis que la région ait innové avec nous et investi sur cette partie-là. Aujourd'hui, on est capable de réutiliser toutes ces mécaniques très très simplement sur tous les projets à venir. Une troisième valorisation à laquelle on ne s'attendait pas, une troisième leçon à laquelle on ne s'attendait pas, c'est la valorisation des QCM. Un QCM, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ils ont une certaine pertinence pédagogique, mais ils sont très difficiles à diffuser. En fait, on se rend compte que créer des contenus et pédagogiques et ludiques, c'est très coûteux, mais pourquoi pas prendre un serious game déjà fait dans lequel vous ajoutez vous-même votre propre QCM. Donc, je vous parle de tendances, encore une fois, d'avenir. On va se retrouver sur des tendances digitales, on va se retrouver sur des tendances de paramétrage des contenus. On n'aura plus un serious game, on aura un ensemble de serious games qui peuvent se paramétrer. Et on va également avoir la possibilité de récupérer des QCM déjà existants, les valoriser avec des scénarios qui sont bien faits pour et qui seront en plus paramétrés. Et la toute dernière tendance, qu'on espère qu'on réussira à aboutir avec la région Bretagne, c'est l'engagement des formateurs. Donc là, dans ce cas-là, on parle des professeurs. Dans le milieu corporate, on parle des tuteurs, on parle des gens qui ne sont pas nécessairement en train de créer les parcours de formation, mais peut-être tout simplement de les paramétrer ou de les ouvrir aux différentes personnes qui vont ensuite s'en servir. C'est un gros frein aujourd'hui, cet engagement des formateurs, parce que s'ils ne sont pas au courant que ce produit existe, si eux-mêmes n'en assurent pas la promotion,
finalement personne ne va y jouer. C'est exactement la même chose qu'on a eu pour ce projet. Aujourd'hui, on a 11-12 000 parties de jouets. Il faut pousser les enseignants à faire savoir que ce produit existe. Donc, on a besoin de les engager. Et en fait, l'étape d'après, c'est de créer la plateforme sociale de ces tuteurs, de ces personnes-là, de les regrouper entre eux et de se dire que c'est super, j'ai paramétré mon scénario, j'ai dit qu'il s'appelait Monsieur Ono, Madame Jeanne, c'est les méchants de l'histoire. En fait, j'ai créé une instance d'un serious game un petit peu à moi que j'ai paramétré aux petits oignons. C'est assez facile, c'est assez rapide, on ne m'a pas demandé d'être programmeur. Et ça, il faut que je puisse le partager avec d'autres enseignants. Ça va jusqu'au point de dire j'ai fait mon propre QCM, j'ai fait mes propres paramétrages de scénario. Ça fait un contenu unique. Et moi, je dis l'étape d'après, c'est mon dernier slide. C'est la gamification de leur expérience. On gamifie pour les joueurs, mais pourquoi on ne se mettrait pas à gamifier pour les créateurs et faire que cette plateforme sociale puisse elle-même engager des créateurs de différents horizons, puisque sur la partie Legends of Europe, c'est ouvert. C'est-à-dire que si jamais on réussit à amener cette dernière étape-là, n'importe quel professeur pourra gratuitement apporter son propre contenu QCM. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Laurent. Juste une dernière chose. Moi, je suis en lien avec évidemment le rectorat de l'Académie de Rennes. Je travaille beaucoup avec eux. Ils ont un réseau de professeurs référents Europe avec lesquels on travaille, on échange. Et j'ai beaucoup de retours d'enseignants qui étaient vraiment très emballés par le jeu et qui m'ont dit « Ah, c'est génial, nous on aimerait vraiment pouvoir travailler avec par exemple la plateforme eTwinning qui permet l'échange avec d'autres enseignants en Europe et comme ça on pourrait ajouter du contenu sur les quiz à travailler en classe avec nos élèves et aussi en lien avec nos correspondants en fait. Donc c'est pour ça que ça peut être une ouverture très intéressante. Merci beaucoup. Avant que vous vous sauviez et que je vous mette dehors, j'ai une dernière question. On a vu les concepts, la démo, les leçons et le prix. Alors, le prix, on est entre 100 et 150 000 euros pour cette prestation. Voilà. Après, là, on continue à travailler dessus en développement. Donc ça, c'est aussi un autre prix. Mais voilà. Le jeu, la création du jeu, c'était dans ces eaux-là 150 000. C'est une création sur mesure en partant de zéro. Ouais. Et l'idée, justement, ensuite, c'est de dire maintenant que c'est là, ça pourrait être réutilisé par d'autres personnes. Ce que je tenais à dire, c'est qu'on a vraiment apprécié l'accompagnement de Succubus sur le scénario, sur les graphismes qui sont vraiment super. Et puis voilà, sur le gameplay, vraiment c'était une riche expérience. Et puis c'est pour ça qu'on les a retenus aussi, parce qu'il y avait plusieurs autres prestataires en concurrence. Et c'est vraiment le scénario, l'accroche et puis l'aspect pédagogique aussi qui nous a vraiment intéressés pour travailler avec eux. Merci beaucoup. Merci pour ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à poser, stand F102, puisque malheureusement le temps est terminé et qu'on va laisser la place à l'intervention suivante. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.